Actuellement, il y a une fraude pas tous, mais beaucoup de dentistes qui mettent en bouche des prothèses qui ne correspondent pas à la loi. C'est la Sécu qui devrait faire le contrôle de ces professionnels de santé conventionnés, sauf qu'à la Sécu, il n'y a plus personne. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast des forces françaises dans l'industrie. Alors très heureux de te recevoir pour plein de raisons qu'on va évoquer ensemble. Notamment, je te dois un hommage. Tu fais partie des gens qui, même si je sais que tu trouves que ça n'est pas encore assez, mais qui m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses, puisque j'avais, on va dire, un certain nombre de convictions très très libérales, qui sont toujours assez ancrées, mais qui ont, on va dire, été largement atténuées par des discussions avec des gens comme toi. Donc je suis ravi qu'il y ait des gens comme toi au sein des forces françaises de l'industrie et qu'on puisse discuter d'un certain nombre de sujets, puisque tu vas pouvoir te présenter et raconter un petit peu, toi, ton ancrage, on va dire, d'où vient ta passion pour, en tout cas, pour ce combat Made in France. On va voir qu'on vient de deux endroits qui sont très différents et qu'on converge vers le même. Je te fais venir également parce que tu es un professionnel de la santé, du côté mutuel. Et il y a un des sujets qu'on regarde de plus en plus aux forces françaises de l'industrie pour comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne, on va dire, profondément dans notre modèle et qui nous empêche, malgré toutes les déclarations, et il y en a qui font semblant, mais il y a quand même des gens qui essayent, qui font que malgré tous ces efforts d'un certain nombre de personnes de bonne volonté, on n'y arrive pas à réindustrialiser. C'est probablement parce qu'on a aussi, au sein de notre système et de sa gouvernance, des problèmes. Et comme toi, tu connais bien le secteur de la santé, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Voilà. Donc à nouveau, bienvenue. Et je vais te demander de commencer par te présenter de façon assez succincte ou pas d'ailleurs, on a le temps, mais voilà. Bon, donc Nicolas Pommiès, je suis vice-président de Mutual, qui est une vraie mutuelle du Code de la mutualité. Je suis aussi vice-président d'une union de mutuelles qui s'appelle ENIO. J'ai 54 ans maintenant, et je suis issu de la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'après le bac, moi j'ai commencé à travailler à l'usine. J'ai fait tout un tas de petits boulots et ensuite j'ai poursuivi, après l'armée, dans l'industrie. Et donc j'ai connu l'industrie par la base. Après j'ai fait une carrière où je suis monté dans la hiérarchie industrielle. Mais cette carrière m'a permis de comprendre que les affrontements, les visions entre patronales et ouvrières étaient erronées parce qu'on ne parlait pas des véritables problèmes. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que les travailleurs sont attachés à leur travail, à leurs usines, à leur vie en famille, dans leur ville, et à la dignité que le travail apporte. J'ai connu les véritables industriels qui faisaient vivre un patrimoine dans un ancrage local, etc. Mais j'ai aussi vu la dérive technocrate de l'économie et en fait, les industriels ont été remplacés par des spécialistes d'Excel qui avaient la tête bien remplie d'idéologie. Et ça aboutit tout ça à des délocalisations avec des affrontements. Alors au début, les délocalisations, ça se faisait en France. Ouais, c'était d'un département à l'autre. Et une fois que ce mouvement de délocalisation interne a eu lieu, on allait délocaliser plus loin. Au début, c'était le Maghreb, ensuite les pays de l'Est, et puis après la Chine. Puis maintenant, on délocalise dans le Vietnam ou d'autres pays encore exotiques. Voilà. Et donc ça, moi, j'ai vécu ce mouvement de désindustrialisation et de délocalisation et des drames que ça a produit dans la France périphérique. Et en fait, ça ne posait pas trop de problèmes en général, puisque ça a permis au début, c'est vrai, de créer des emplois de logistique. Les grandes plateformes de logistique qu'on a dans les métropoles, finalement, bénéficiaient des chômeurs de la France périphérique. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à la fin de ce système-là. C'est-à-dire que les délocalisations ne produisent plus d'emplois
de main-d'œuvre dans les métropoles. Donc il faut réfléchir autrement. Oui, et puis on a aussi traité le chômage avec des chèques. En gros, tu perds ton emploi, t'inquiète, on a créé des conditions qui vont être bien, etc. Et en fait, on a un petit peu aussi, c'est ce que tu racontais dans une de nos discussions, on a un petit peu cassé les gens, quoi, en leur enlevant la fierté d'un emploi, en leur disant t'inquiète, tu vas avoir des allocs, quoi. Mais ouais, ok, super, mais d'abord, le boulot, quand tu parlais de France périphérique, ça veut dire que quand il y a une usine, souvent c'est la seule du coin. Donc c'est quand même moins simple, ça, tu peux peut-être aussi nous l'expliquer. J'en discutais avec Olivier Lemercier lors de son interview, donc qui est le patron de Scopti. Lui, il disait, pour les ouvriers, c'est beaucoup moins simple de déménager que pour un cadre. Voilà. Donc il y a probablement aussi quelque chose qui fait que les cadres, finalement, ils sont revenus dans les métropoles. Ça fait des nids de cadres. Et puis, rester sur place, les gens qui ne pouvaient pas, quoi. Tu as le droit de dire que je raconte que des conneries. Hein. Alors non, bien sûr que non, mais par contre, je vais dire que je ne crois pas que ce soit l'assurance chômage, qui est un acquis ouvrier, qui soit la source des problèmes. Alors, c'est pas ce que je dis, hein. Du tout. Hein. Ça, et moi, j'estime que c'est très bien d'indemniser les ouvriers. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que les gens qui ont réglé le problème, enfin, qui en tout cas ont accepté que toutes ces choses se fassent, se faisaient aussi une bonne conscience en disant c'est pas grave, tu vois, regarde, tu as un acquis ouvrier, c'est ça, tu bosses plus, mais tu as ça. Tu vois. Oui, mais enfin, les allocations chômage, ça a toujours été très court. Et il y a très peu de gens qui ont bien vécu avec le système que ça permettait. Donc, en gros, le traitement social n'est pas la base du problème. Par contre, il est clair que la désindustrialisation, la fermeture des usines a mis tout un pan de la population dans l'inactivité. Et maintenant, de père en fils, moi qui suis du Nord, qui est la région qui a fait vivre la France. Enfin, on a sorti le charbon de terre pour que toute l'industrie se développe dans toute la France. Maintenant, je vois autour de chez moi, on en est à quasiment 5 générations de gens qui n'ont pas travaillé, ouais. qui ne sont jamais sortis de chez eux. Enfin, c'est pas caricatural ce que je dis, c'est une réalité. Ça se voit même physiquement. Ouais. Après, il faut reconstruire une dynamique du travail. Ouais. Mais une dynamique du travail, c'est si les emplois sont là, si les usines sont là, c'est pas le cas. Bien sûr, bien sûr. Et alors, pour revenir sur ton histoire, donc tu commences dans la classe ouvrière, tu as des promotions, tu deviens cadre. Ouais. Vas-y, raconte-nous un peu. Oui, je deviens cadre par la technique, c'est-à-dire qu'en fait, je suis devenu qualiticien et je me suis occupé des démarches qualité ISO dans les usines dans lesquelles j'étais. Donc j'ai eu un parcours comme ça. J'ai repris les études, j'ai passé un diplôme et j'ai rebondi en logistique. Et ensuite, par conviction, je suis arrivé en mutualité dans l'économie sociale et solidaire. Et je suis toujours conforme à mon expérience et à mon ADN ouvrier, puisque je suis dans une mutuelle ouvrière où dans le conseil d'administration, on est 23, on est tous issus du travail, quoi. C'est-à-dire qu'on a cette manière de réfléchir l'avenir de notre entreprise mutualiste qui diffère en fait de dirigeants qui n'auraient pas ce parcours. Et alors justement, tu me disais, tu parlais de tes convictions. Tu es venu par conviction au système mutualiste. Qu'est-ce que tu trouves de particulier à ce système ? L'humain au centre. C'est-à-dire que je décrivais il y a quelques instants les transformations dans les entreprises quand les techniciens sont arrivés avec Excel pour faire du cost-killing avec des mots d'anglais toutes les 3 phrases pour cacher le côté abscon de leur activité. En fait, dans la mutualité, on est avec les personnes, les familles, on est avec le concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement avec des algorithmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce côté humain, ce côté souci de l'avenir des personnes pour lesquelles on travaille, qui fait la différence. Tu parlais à l'instant
de Skopti. Voilà, Skopti, c'est une expérience qui est incroyable parce que ce sont les travailleurs qui ont repris en main leur outil de travail dans une expérience autogestionnaire démocratique. C'est l'humain qui est au centre du processus de production. C'est plus uniquement la rentabilité financière de financiers qui sont à 10 000 km. Voilà, et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant. Et je pense que la France sortira du mouvement très noir dans lequel elle se trouve à partir du moment où on aura remis les gens au centre des préoccupations économiques. C'est pour ça d'ailleurs que moi je défends le mouvement coopératif. On parle de Skopti, il y a l'expérience récente de Duralex. Oui, tout à fait. On va voir jusqu'où ça va aller, mais enfin qui est quand même assez formidable. Duralex qui a été repris donc, sous la forme de Scop par ses salariés et qui a fait, c'était juste avant Noël je crois, une levée de fonds participative extraordinaire avec un engouement incroyable de la part de beaucoup de Français qui se reconnaissaient dans ce modèle et qui appréciaient cette marque. Donc c'est un message d'espoir pour le... Alors les Français ne s'y sont pas trompés. C'est-à-dire que moi je vois l'intérêt des SCOP et des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est qu'il y a la constitution de réserves impartageables. C'est-à-dire qu'il y a forcément une partie du résultat qui doit être mise en réserve et qui doit rester dans l'entreprise. Fini les holdings sensus qui envoient l'argent à l'autre bout du monde. Fini la vente uniquement pour rentabiliser le capital. En fait, c'est l'humain qui est pris en considération, l'environnement de l'humain, le territoire, les partenaires, les parties externes, c'est-à-dire les fournisseurs, les collectivités territoriales. En fait, tous les acteurs économiques sont pris en compte. Et c'est ça qui n'existe plus actuellement dans l'économie capitaliste classique. Alors ce que tu dis là, c'est que, en fait, parce que moi, tu me connais, je suis plutôt partisan de l'économie capitaliste classique, même si je suis intéressé aussi par ce qui se passe dans des modèles comme ça. Et alors, tu vois, il y avait à ta place, il n'y a pas très longtemps, Marcel Ragny notamment, qui a une entreprise familiale et qui nous explique... il y avait aussi Mathieu Hed qu'on a été interviewé. Lui, il ne se sert jamais de dividendes, il réinvestit tout, etc. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui lui est personnelle. Pareil, Marcel Ragny, il a traversé avec ses frères, son père avant, etc. Et maintenant ses enfants, des moments où on fait tout comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des démarches qui sont personnelles. Et demain, il peut y avoir quelqu'un qui prend la suite et qui se comporte de façon tout à fait différente. Ce que tu nous expliques là, c'est que là, c'est complètement dans l'ADN, c'est même pas dans l'ADN, c'est dans la constitution. Ouais, dans les statuts. C'est dans les statuts réels, c'est-à-dire que c'est une obligation intangible, même si demain on a un petit malin qui vient et qui dit c'est pas comme ça qu'on va faire, on va faire autrement, juste il ne peut pas, quoi. C'est ça que tu dis. C'est-à-dire que le mouvement coopératif, la loi, a prévu des statuts qui évitent la casse de l'outil industriel. Que, par exemple, ce qui s'est passé chez Brandt, où Brandt a été pillé par la holding et l'argent est parti à l'étranger, ce ne serait pas possible si Brandt avait été une coopérative. Et donc, dans une société coopérative d'intérêt collectif, par exemple, il peut y avoir un entrepreneur, donc un capitaine d'industrie, comme il se passe d'ailleurs à Duralex, où il y a un leader, mais il n'est pas seul. Et il n'est pas à la merci du capital. C'est-à-dire que le capital va forcément être ancré aux autres parties intéressées de l'entreprise. Et comment tu rémunères le capital ? C'est-à-dire pour les gens qui nous écoutent, qui disent bah voilà, moi j'ai un peu d'épargne, parce que les Français sont assis sur une masse colossale d'épargne. Quand même. Je vais t'en parler de l'épargne des Français. D'accord. Enfin bon, a priori, elle finance beaucoup le déficit, la dette, le machin, enfin, plein de choses. Oui. Et beaucoup l'immobilier. Et ça crée des bulles, d'ailleurs, c'est formidable. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui dit « Waouh, moi je trouve ça super le mouvement coopératif, mais qu'est-ce que ça me rapporte ?» Parce que moi, j'aime bien participer à quelque chose qui fait du sens, mais j'aimerais bien aussi avoir des revenus pour aider mes enfants ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là ? Plusieurs choses. Alors déjà que le capital qu'il détient va fructifier si l'entreprise fonctionne bien. Beaucoup plus de manière durable que l'entreprise classique, puisque avec toutes les déconfitures
d'entreprises qu'on voit à l'heure actuelle. Enfin, c'est pas l'investissement dans l'entreprise capitalistique pure qui est solide. Hein, je veux dire. Alors qu'en fait, il y a moins d'échecs d'entreprises coopératives que des autres. Donc, tu as des stats là-dessus, tu as des chiffres? Oui, bien sûr. Les stats sont très connus. Hein. Je crois qu'il y a 67%. Enfin, il y a moins de défaillances. J'ai plus la stat, mais effectivement, il y a quasiment 10 points d'écart entre les scopes, enfin en tout cas les entreprises mutualistes et les entreprises, on va dire, traditionnelles. Enfin coopératives. Mais en fait, il y a moins de défaillances parce que c'est conçu pour être durable. La prédation n'est pas possible. Donc en fait, le capital va forcément être plus patient. Et dans une société coopérative, des détenteurs de capitaux sont les bienvenus. Par contre, dans la gouvernance, c'est pas leur fantaisie et leur intérêt. Ils restent à leur place, quoi. Voilà. Ils seront ils auront une place reconnue, mais par contre, l'outil de production sera forcément entretenu. Des réserves seront constituées qui seront impartageables, mais après. Impartageable, ça veut dire que ça reste dans l'entreprise. Voilà. Pour faire gonfler les capitaux propres. Okay. Et donc rassurer les partenaires financiers classiques, les banques, etc. Voilà. Et alors, par contre, sur ma question qui est de dire, moi je mets 1000 euros, machin, outre le fait que ça fructifie à un moment donné de façon tangible, ça veut dire que soit à un moment donné je peux la vendre, soit ça me rapporte des sortes de dividendes ou des trucs, enfin comment la rémunération se fait pour l'investissement? Il y a des dividendes tout à fait classiques. Donc ça c'est comme une entreprise. Par contre qui sont votés dans l'Assemblée générale qui représente toutes les parties. Ouais. Et par contre, la part de sociétaire, elle n'est pas vendable de manière courante. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'autorisation des autres parties. Enfin voilà, on ne peut pas spéculer. D'accord. C'est-à-dire qu'on est obligé de discuter avec les autres. Mais ça se passe très bien. Il y a des grandes entreprises coopératives, j'en cite une, Chèque Déjeuner. C'est un succès. Enfin, voilà, Chèque Déjeuner, c'est une coopérative. Oui, bien sûr. Ah, c'est un grand groupe qui fonctionne parfaitement depuis des années. Voilà. D'accord. Et je pense que là, on a un modèle qui doit vraiment être étudié. D'accord. Ça résoudrait beaucoup de nos problèmes. Alors, donc ça explique la conviction, ce que tu disais. Ouais. Donc tu arrives dans le monde coopératif. Mutualiste, ouais. Mutualiste, pardon, je vais y arriver. Tu es là pour ça, pour me reprendre. Et que tu découvres pas, j'imagine, parce que tu as dû avoir des activités à côté. Et nous, ce qui nous a particulièrement intéressé au FFI dans Mutual, c'est qu'elle a une gestion de son argent qui est particulière. Tout à fait, on est les seuls. Voilà, donc très particulière, qui est même singulière, du coup, on peut le dire. Tu peux nous expliquer ça? Alors voilà, c'est simple. Une vraie mutuelle donc, appartient à ses adhérents. Hein. Donc, les adhérents élisent des délégués de leur section géographique à l'Assemblée générale. Et il y a une année, à l'Assemblée générale, il y a eu un débat sur les placements de la mutuelle. Et donc, comme tous les organismes ont placé aux endroits qui nous avaient été présentés par les banquiers, les gestionnaires financiers, etc. Parce que ça peut-être, je te coupe une seconde, mais l'objectif premier d'une mutuelle comme d'une assurance X ou Y, c'est déjà de pouvoir payer les primes quand il y a un problème, etc. Donc ça veut dire que quand on vous confie de l'argent, il faut qu'il soit bien placé pour vous donner les liquidités nécessaires pour faire votre truc par rapport à vos sociétaires. Alors le principe historique de la mutualité, depuis l'Antiquité, jusque dans les années 80, c'est des gens qui se réunissent, qui cotisent en fonction de leurs moyens et qui reçoivent en fonction de leurs besoins. L'état de maladie, voilà. Et donc l'organisme doit gérer ces cotisations-là, donc restituer au maximum en prestations ou en création d'œuvres sanitaires et sociales, ce qui était prévu en 1945 au moment de la création de la Sécu, c'était le rôle des mutuelles, et à vous payer ses frais de gestion. Bon, ça, l'Europe est venue nous écarter de ce modèle, qui est un modèle solidaire. Ouais. En fait, l'Europe nous a dit « non, vous devez gérer du risque ». C'est-à-dire connaître l'état de santé de votre adhérent et faire des réserves pour faire face à ses dépenses. Et donc, on doit avoir des marges de solvabilité, des réserves financières, donc des placements financiers.
des placements financiers dont on ne fait pas ce qu'on veut, puisqu'il y a des règles de choc qui sont imposées par l'Europe, c'est-à-dire que... c'est Solvency ou c'est Solvabilité 2. D'accord. Solvency 2 en anglais. Ah, ça se dit solvabilité, je sais pas. Voilà, Solvabilité 2 en français. En français, très bien. Et donc, si on place, par exemple, en action dans une entreprise française, 100 euros, on aura bien les 100 euros placés dans nos comptes. Par contre, en risque, c'est terrible, c'est-à-dire que ça vaut rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on l'avait perdu. Alors, attends. Je résume. Oui, vas-y. En fait, le texte européen nous dit « ne prenez pas de risque ». Ne prenez pas de risque. Donc, ne mettez surtout pas l'argent dans les entreprises françaises parce que c'est risqué. Tu dis entreprise française, En action. On ne parle pas du CAC 40, on parle des PME. Ah non, en action non cotée. Non cotées. Non cotée, c'est risqué. Après, on peut mettre des obligations, c'est risqué. Donc, il y a des règles de choc. D'accord. Et évidemment, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que là où c'est le plus sécurisé, eh bien, c'est sur des produits financiers mondiaux, ça se balade partout. Avec des très grandes entreprises, très ou des fonds, ou des fonds. l'immobilier, voilà. Et alors, c'est simple, les assureurs français, donc les mutuelles du Code de la mutualité, les assurances du Code des assurances, les institutions paritaires du Code de la sécurité sociale, qui doivent suivre ces directives, ont 3 000 milliards d'encours. La fameuse épargne des Français. Une partie, parce qu'il y a 6 600 maintenant. Mais en tout cas, une bonne partie. Ça, c'est les assureurs. Ouais. 3 000 milliards. Sur les 3 000 milliards, il n'y a que 270 milliards qui restent en France. Du fait de ce que tu as dit, c'est-à-dire voilà. Parce que... Les règles de sécurité. Voilà, les règles de sécurité que je reprends pour être sûr d'avoir bien compris, c'est je suis une mutuelle, vous me confiez collectivement de l'argent, on me dit attention parce que c'est pas juste pour faire face à tes dépenses, il faut que tu prévois l'avenir et que parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va te coûter très cher en assurance, donc il faut que tu places de l'argent. Ok monsieur, je place de l'argent. Ah oui mais attention, nous on veut être sûr que tu places de l'argent là où ça va t'en rapporter. Et on n'a pas confiance dans le non-coté en France. Donc si tu mets 100 dans le non-coté en France, on va tellement dégrader ton truc que en fait... Ça fait baisser la marge. Voilà, donc en fait je dois en mettre beaucoup plus pour compenser ça. Ouais, ça. Et donc je suis incité à aller sur ce qu'on appelle des large caps, la capitalisation les plus larges possibles, les entreprises les plus grosses, les plus financiarisées, les plus mondialisées, parce que là, la Commission, enfin c'est quoi, c'est la Commission européenne qui décide de ça? Oui, c'est l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, en tout cas, estime que on fait plus confiance à ces gens-là que aux PME enracinées dans nos territoires. Donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que c'est une machine à mettre notre argent ailleurs que dans notre outil productif local. Complètement. Sur l'assurance vie, c'est des produits spécifiques d'assurance, il y avait 70%, enfin même 80% des placements qui étaient en dette. En fait, la dette française, c'était les assureurs qui prenaient de la dette souveraine, quoi. Et là, depuis la dégradation par les agences de notation de la note de la France, les assureurs commencent à partir de la dette et commencent à investir ailleurs. Mais toujours pas en France. Par contre, il y a une révision de Solvabilité 2 qui arrive. C'est la France qui l'a obtenue à l'échelle européenne. Ah, on a gagné un combat en Europe? Ouais. Putain, champagne. À partir de 2027, normalement, ce qui est prévu dans les textes, c'est qu'on devrait favoriser les investissements en produits risqués, donc en actions, etc. Alors nous, on a cette expérience mutuelle, parce qu'on a eu cette assemblée générale où un délégué, c'est parti comme ça le débat, c'est-à-dire qu'un délégué a dit « Attendez, là, on place de l'argent dans une usine qui vient de lourder 200 personnes à côté de chez moi. On avait aussi placé de l'argent dans une compagnie allemande, la Deutsche Qualité, la sécurité, mais qui était en déconfiture. Il faudrait peut-être réfléchir à la manière dont on place, mettre un peu d'éthique et voir si on peut pas aider plutôt les salariés à côté de chez moi que d'aller dans les marchés financiers internationaux. Voilà, la discussion est partie là-dessus. Et petit à petit, on est rentré comme ça dans le Manifrance, on a investi dans les entreprises françaises. On parlait de Scopti. Ouais. On est avec d'autres mutuelles de travailleurs comme nous, on est les propriétaires des murs. Hein, donc on est dans la SCI qui possède les murs de l'usine. Mais on a investi, par exemple, chez Arnaud Montebourg, dans la Compagnie des Amandes. On était
un gros investisseur d'amandiers. On a planté les amandiers. Une fois que les amandiers ont fait les fruits, on a participé à créer l'usine, la casserie des amandes, avec une autre mutuelle assurance qui est membre de notre union technique, qu'on a fait venir avec nous. Voilà. Donc Vous êtes aussi chez 1083, je crois. On est chez 1083, qui fait les meilleurs jeans du monde. Du monde. Je pense qu'on peut le dire. Du monde. C'est une superbe entreprise. On est aussi dans le cible français. Ouais. Voilà, on est. Et puis dans des entreprises moins connues, on a investi dans le lin zéro phyto, en Normandie. Voilà, on est dans la filière du lin. Et on a investi aussi dans notre mouvement mutualiste. On a créé des centres de santé, des maisons de retraite, etc. Voilà. Alors ça, c'est l'autre partie de motivation, outre le fait d'avoir le plaisir de discuter avec toi, sur lequel je voulais t'entendre. On a de plus en plus de choses qui nous remontent, nous, de la part d'industriels qui fabriquent des différents produits qui ont un impact sur la santé. Ça peut être des gens qui font des médicaments, d'autres qui font des lunettes, d'autres qui font je ne sais quoi, d'autres qui font des prothèses dentaires, des aligneurs, des je ne sais pas quoi, qui nous disent on est en train de se faire laminer par des produits qui viennent de l'étranger, beaucoup de Chine, qui montent très très vite en qualité, j'allais dire c'est plus vrai que ça n'est que le prix. Il y a aussi, ils ont fait des efforts qui sont assez considérables là-dessus. Mais en tout cas, c'est en train de dévaster le tissu industriel français. Et eux disent, on a l'impression d'avoir perdu le partenariat avec la sécurité sociale, parce que, ou en tout cas le système de santé, qui maintenant ne regarde plus du tout, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, la provenance. Et ça, en tout cas, c'est des choses qui nous remontent beaucoup. Et quand tu dis, nous, on crée des centres de santé, ouais, ça me paraît assez intéressant, parce que c'est quoi la logique derrière, et est-ce que c'est lié à ce que je viens de te dire? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas de la part de gens comme vous qui êtes très attachés au Made in France, la volonté de dire, nous, on va avoir des acteurs où on sait où est-ce qu'ils vont acheter? Oui, nous, en fait, on est logique jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous, nos centres de santé dentaire... C'est ça qui m'inquiète. ...ont des prothésistes français. Et on l'affiche et on le fait savoir. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, la réalité, c'est que tu sais que nous sommes une mutuelle qui n'est pas fédérée. On est indépendant, complètement indépendant de tout groupe, de toute fédération. Malheureusement, la Fédération nationale de la mutualité française, pour ce que j'ai appelé le livre 3, les centres de santé dentaire, a pris le choix de délocaliser la fabrication des prothèses dentaires à Madagascar et en Chine. D'accord. Voilà, pour des raisons d'équilibre. Bon, nous, on a construit un autre modèle. D'équilibre financier, tu veux dire? Oui. Bon, ils n'arrivent pas à faire autrement. Nous, on est des bons gestionnaires parce qu'on est des vrais travailleurs, donc on sait gérer. Et donc, nous, nos prothèses dentaires dans tous nos centres de santé dentaire sont faites en France. Là, on va ouvrir, on est sur un projet en Normandie. On va ouvrir un centre dentaire dans une grosse commune. Ce sont les prothésistes locaux qui seront sollicités pour fournir le centre dentaire. J'ai un projet dans ma région, le Pas-de-Calais. C'est clair, on ira voir les prothésistes du coin. Mais la loi protège normalement les prothésistes français. Puisque quand on met une prothèse en bouche, il y a dans la loi une exigence de traçabilité. C'est-à-dire qu'on doit avoir il y a un nom scientifique qui n'est pas celui que je vais prononcer, qui est une carte d'identité de la prothèse. Ouais. Et en fait, personne ne respecte cette loi. D'accord, donc il y a une loi, mais elle est toute repassée. Norme. Oui. Il y a une bonne norme, ouais, mais elle n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une fraude. Voilà. Une fraude de pas tous, mais beaucoup, de dentistes qui mettent en bouche des prothèses qui ne correspondent pas à la loi. Mutual, donc là, Mutual Assureur, qui est le gardien des cotisations de ses adhérents, on avait mis en place un système de contrôle à 100%
de toutes les prothèses qui étaient mises en bouche de nos adhérents. Et donc, on exigeait d'avoir ce certificat d'identité de la prothèse. Et pareil pour les implants, parce que j'ai vérifié. Pareil pour les implants. J'ai fait mon travail, étant donné que je suis sociétaire chez vous. Et que. Adhérent, ouais. On ne dit pas sociétaire. Ouais. Bon, je vais me gourer jusqu'au bout. Mais bon, j'espère qu'il va me traiter avec bienveillance, parce qu'il balèze. J'ai vérifié, j'ai posé quelques questions, et c'est effectivement du biotech dental que moi j'ai du coup dans la bouche. Et quand j'ai posé la question, on m'a répondu immédiatement, c'est bien sûr. Donc il y a une volonté de mettre en bouche des produits qui sont certifiés français. Alors ça, dans nos centres de santé, c'est clair. Là, c'est du Made in France à 100%, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est notre politique, c'est comme ça. Mais par contre, parce qu'on peut aller voir d'autres dentistes que les nôtres, des dentistes libéraux, on avait mis en place ce système de contrôle à 100%. On a arrêté. On a arrêté de faire respecter la loi à la place du législateur. Parce qu'en fait, ce n'est pas les complémentaires santé qui doivent surveiller le conventionnement. C'est comment ça marche. Un dentiste, il est conventionné par la sécurité sociale, c'est comme ça qu'il est reconnu, et il suit un protocole thérapeutique de l'HAS, et de son conseil de l'ordre, la haute autorité de santé. D'accord. Donc voilà, il suit le conventionnement. Après, la sécurité sociale, elle paye. Alors, sur les dents, c'est quelques centimes. Et la complémentaire santé, elle est au-dessus de la sécurité sociale. Ouais. Tout est informatisé maintenant. Enfin, chez les dentistes, ça reste beaucoup en papier. Mais les papiers arrivent à la Sécu. Ouais. Et c'est la Sécu qui devrait faire le contrôle de ces professionnels de santé conventionnés. Sauf qu'à la Sécu, il n'y a plus personne. En fait, il y a tellement plus d'agents pour réduire les dépenses publiques. Eh bien, il y a tellement plus d'agents que c'est des contrôles par échantillonnage. Et sur un tas de 1000 factures, on va regarder que la feuille en haut du tas. Donc on rembourse des trucs qui, normalement, ne sont pas conventionnés. À l'aveugle. À l'aveugle. C'est la grosse difficulté qu'il y a. Alors nous, on avait choisi. Alors c'est un coût pour nos adhérents. Ça rentre dans nos frais de gestion. On avait mis des salariés qui contrôlaient à 100%, qui demandaient des comptes, qui appelaient les dentistes. On a arrêté. Parce que le problème, c'est qu'on avait validé un devis réglementaire, on avait une facture qui ressemblait à une vraie facture, et on demandait le certificat obligatoire sur la prothèse, mais on ne le recevait pas. Donc on refusait de payer, nous, si on ne recevait pas. Mais en fait, c'était un bras de fer avec le dentiste. Et notre adhérent, lui, il avait déjà la prothèse dans la bouche. Donc on a arrêté. C'est le gros problème en France. Et elles venaient d'où, les prothèses dont tu me parles ? Maintenant, beaucoup de prothèses viennent de Madagascar ou de Chine. Et en fait, les prothésistes français souffrent, puisqu'il y a ce mouvement de délocalisation. Et la technique a permis, en plus, maintenant, on peut scanner, faire les empreintes dentaires de manière numérique. Ça part en Chine, ça arrive quelques jours après. C'est super, quoi, techniquement. Et donc, les prothésistes français sont à la peine. Moi, je crois que... et la mutualité a un rôle à jouer dans ce domaine-là, et Mutual le fait, on fait de l'éducation populaire. C'est-à-dire que nous, on veut bannir le terme de patient. Il ne faut plus être patient. Il faut être acteur de sa santé et contrôleur de gestion de sa santé. Il faut aller voir sur Amélie son bulletin de remboursement de la sécurité sociale, il faut connaître ses droits, il faut lire le code de la santé publique, et il faut être capable de revendiquer et de refuser, et ne plus être au garde à vous devant l'administration de l'hôpital ou devant le médecin. Il faut être capable de discuter. Et tu parlais des dents. Sur les dents, il y a une loi qui exige aux dentistes de fournir la fiche d'identité de la prothèse. Mais il faut la demander. Il faut être sûr de ce qu'on met en bouche. Il faut faire appliquer la loi. Parce que ça peut venir de n'importe où. Ah, ça peut venir beaucoup d'endroits où, comme on ne veut pas payer, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est comme dans la fricadelle du Nord, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a dans la prothèse. Voilà, donc il faut exiger la qualité. Sur des tas de produits, on a le label Origine France Garantie, qui nous explique que le produit est fait en France par des travailleurs qui ont un contrat de travail conforme au Code du travail français. Et bien sûr, les dents, il faut avoir la même chose. Il faut savoir ce qu'on met en bouche. Il ne faut pas fermer les yeux. Il faut être acteur. Ok. Donc,
Ce que tu dis, c'est qu'on a un système qui, j'allais dire, sur le papier, via les normes et la loi, fonctionnerait, enfin en tout cas, traite le sujet qu'on vient d'évoquer, mais il n'y a plus assez de monde pour contrôler. Donc ça fait un peu comme ce qu'on importe du bout du monde, que ce soit ce qu'on mange ou ce qu'on se met pour aller ou pour s'habiller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de monde aux douanes, aux machins, aux trucs. Enfin, de toute façon, il y a un tel volume qu'on n'arrive pas à contrôler, donc on peut faire voter tout ce qu'on veut, de toute façon, ça passe, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle. Et ça, on parle des dents, mais sur même les ordonnances. Bon, il y a tout un tas de faux documents, de fausses ordonnances qui arrivent jusqu'au comptoir de la pharmacie. Voilà, il y a des délivrances erronées qui se font. Enfin, il y a des tas de choses qui... Mais qui fait ces fausses ordonnances? Alors, il y a des margoulins qui vont sur Internet chercher des documents. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dessus. Il y a bon, il y a encore du mal des dentistes, mais il y a des dentistes qui connaissent bien la loi et qui arrivent à gonfler. Enfin, tu saurais ce que nous, on voit, parce qu'on a un contrôle interne très serré. C'est une histoire de fou. On a déjà vu des dents placées sur des enfants alors qui n'existent pas chez les enfants. Enfin, voilà, on a vu C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cotation. Chaque dent est cotée dans les logiciels de la sécurité sociale, etc. Elle a une immatriculation là-dedans. Et en fait, on ne peut pas mettre des dents d'adultes sur une bouche d'enfant. Oui. Mais ça rapporte plus, la dent d'adulte, donc on la met quand même. Et informatiquement, ça passe. Voilà. Moi, j'ai vu des opérations sur des personnes âgées dans des EHPAD où on avait arraché toutes les dents de toutes les personnes âgées le même jour, ce qui était physiquement pas possible. Il y a des tas de fraudes comme ça. Et donc, nous, maintenant, comme la Sécu, elle est démunie, même s'il y a eu beaucoup plus de recherche de fraude. Mais c'est comme la drogue, hein, c'est-à-dire que plus ils en trouvent, c'est qu'il y en a encore plus. C'est ça le problème. Ouais. Et nous, on en est au stade où on a investi dans 2 logiciels informatiques, 2 IA qui contrôlent tous les flux papier en amont. On a après un contrôle physique derrière. Enfin voilà, c'est un coût. C'est nous qui sommes devenus les contrôleurs de la filière de soins, alors que ce n'était pas notre métier. On n'est que complémentaires. Et là, il y a dans la loi de financement de sécurité sociale 2026, il est prévu une convergence informatique et une convergence d'organisation entre la sécurité sociale et les complémentaires santé, sachant qu'on sait bien comment ça va aller, c'est les complémentaires santé qui vont payer. Mais est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable de dire qu'on va faire des économies sur le personnel qui est censé faire que ça tourne? Est-ce que ça ne coûte pas le double Bien sûr. En fraude? Alors, en fait, là, tu parles à un mutualiste, ouais. Conforme aux ordonnances de 45, on est toujours dans cette lutte pour le retour à la sécurité sociale à 100%, avec les moyens pour gérer le conventionnement, et nous pour faire la partie centre de soins. On aimerait pouvoir le faire. Et en fait, si on avait une sécurité sociale à 100% avec les moyens, évidemment, le système serait mieux verrouillé. Il serait mieux contrôlé. Quoi. Mieux contrôlé. Et il coûterait beaucoup moins cher parce que, effectivement, les frais de gestion de la sécurité sociale sont moins importants que les complémentaires santé, puisque on a créé un marché de la santé, on est en concurrence libre et non faussée, et donc on se fait... on se fait défausser. On se fait de la concurrence à coup de publicité, d'actions, etc. On dépense de l'argent, on met des moyens techniques pour contrôler, on met du personnel pour gérer, etc. Voilà, on crée des coûts, alors que si tout était concentré sur la sécurité sociale, ça coûte moins cher. Et là, je pense qu'on est dans un système à l'heure actuelle, si on reste sur la santé, où tout le monde essaye de grappiller un peu de valeur de partout. Alors que ce soit les hôpitaux publics, les cliniques, les professions libérales, les employés des professions libérales. Moi, je peux te donner des exemples de fraude, pour le coup. Ouais, ça va. Tout le monde essaie d'aller tirer quelque chose. Je donne quelques exemples. Ouais. Alors, nous, les hôpitaux, on est au-dessus de la Sécu, et donc on rembourse la part complémentaire en fonction de ce qu'on appelle la T2A. Attends, quand tu dis « nous, les hôpitaux », tu veux dire... Les complémentaires santé, on rembourse les frais d'hôpitaux au-dessus de la Sécu. Ouais.
Et les facturations des hôpitaux se font à partir d'une règle qui s'appelle la T2A, c'est une facturation à l'acte. C'est-à-dire que voilà, une opération de genou, ça coûte tant. Ok. Alors maintenant, ça coûte tant, ça c'était au début de la T2A. Maintenant, ça rapporte combien? C'est la manière dont tout le monde s'est organisé. Les hôpitaux et les cliniques ont un logiciel qui s'est déployé, qui s'appelle le projet ROC, où on est venu optimiser la facture pour essayer de ramener plein d'argent. Parce que les hôpitaux sont exsangues, les cliniques privées aussi, et donc elles essayent absolument de gratter. Ça ne suffit pas. Donc ils nous ont inventé dans la facturation des choses hors T2A, c'est-à-dire hors conventionnement sécu. Des forfaits administratifs, du parking, des péages. Je donne un exemple aussi. J'ai connu ça sur Maubeuge, un spécialiste, un pneumologue, dont la secrétaire médicale faisait payer 2 fois la part complémentaire santé, et donc elle détournait, à coup de carte bleue, de l'argent. Voilà. Chacun essaye de se servir pour améliorer sa qualité de vie personnelle. On en est là. Et ça, en gros, donc, s'il n'y a pas des outils de contrôle hyper importants chez Mutual et puis chez ses confrères, bah, vous ne voyez pas, vous payez 2 fois et ça passe, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand vous dénoncez ça? Bon, en direction du législateur, on n'est pas souvent écouté. Quoique j'ai vu là est passé une loi pour la gratuité des parkings sur les hôpitaux. Ah oui. Ça règle ton problème de parking. Oui, puis surtout un problème pour les gens, parce que faut voir, tu vas à l'hôpital et en fait, il faut penser à avoir de la monnaie ou la carte bleue, et les gens qui n'ont pas d'argent, ils sont obligés de payer le même tarif que dans la rue à Paris, quoi. C'est aberrant. Bon, là, il y a une loi qui est passée, je ne sais pas si elle va être appliquée, celle-là. Le législateur, c'est tellement compliqué, a du mal à réguler. Il n'y a plus de contrôle et la régulation est compliquée. Donc on est obligé de privatiser le contrôle, effectivement. Et voilà, c'est un coup. On appelle, on vérifie. Nous, on a 2 logiciels maintenant en amont de l'informatique qui vérifient tous les documents. Voilà, 2 IA qui vérifient. On a le contrôle physique derrière. Voilà. On est dans ce moment-là où on est obligé, pour éviter l'inflation en cotisation, parce que, de mettre des jalons. Et comment tu penses qu'on peut sortir de cette course à l'échalote entre des gens qui veulent toujours plus d'abord, pourquoi ils veulent plus? Est-ce que c'est parce qu'il y a un système qui dysfonctionne et qu'il y a une paupérisation? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui veulent toujours plus parce qu'on veut tous toujours plus et que ça touche un corps médical peut-être qui n'était pas comme ça avant et qu'il est devenu? Est-ce que ça vient d'où tout ça? Et ensuite, comment tu penses en sortir, sachant que tu as commencé déjà à donner une piste, qui est finalement le contrôle que vous faites, que vous ne devriez probablement pas assumer seul, mais il fonctionne quand même. Donc il y a peut-être là-dessus, par le contrôle, un moyen. Il faut que chacun soit rémunéré au niveau qui convient. Et ça doit par contre se discuter, enfin c'est le cas, ça se discute au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, hein. C'est le conventionnement des professionnels de santé. Et en fait, maintenant, il faut quand même resserrer. Parce que resserrer, c'est-à-dire la loi, par exemple, autorise les dépassements d'horaires. Ce qui est une aberration, d'ailleurs, sur le fond. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, un soin coûte tant, donc le professionnel de santé va être rémunéré, mais on l'autorise à dépasser le prix. Donc, il y a des dépassements d'honoraires autorisés. Mais il y a des dépassements d'honoraires non autorisés. Voilà. Il y a même des dépassements d'honoraires sous la table. C'est-à-dire il y a des gens qui demandent des enveloppes. Hein. Ah oui. Ah oui. Ou alors, il y a aussi des artifices qui sont faits. Par exemple, tu as le praticien qui est dans l'hôpital public et qui dit au patient, votre genou, on va le passer en accéléré si vous passez avec moi en privé, avec un dépassement d'honoraires plus important. Et ça, c'est pas dû à ce problème de numerus clausus qui fait que, comme il n'y en a pas assez, on va pas trop leur taper dessus, quoi. Évidemment, il y a une pénurie de professionnels de santé en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de moyens dans les facultés. On a, par exemple, en médecine, on le sait, on a vu plusieurs films là-dessus. L'école de médecine, c'est l'école à broyer les étudiants qui sont les bons matheux qui sortaient du lycée ou de prépa.
on les broie la première année et on n'en garde que quelques-uns dans les années qui suivent. Et en fait, on se passe de gamins qui seraient devenus des super médecins. Et du coup, maintenant, dans les hôpitaux, on fait venir des professionnels de santé de l'étranger qui sont exploités, moins payés que les médecins français. C'est des gens qui viennent de Syrie, d'Algérie, enfin de pays du monde entier. Et dans les centres de santé dentaires mutualistes ou libéraux, on fait venir des dentistes de Roumanie, d'Espagne ou de toute l'Europe, quoi. Bon, voilà le système dans lequel on est, parce qu'on n'a pas formé assez de professionnels de santé, et effectivement, la pénurie favorise ces abus. Et alors, moi, on m'avait dit que cette histoire de resserrer le numerus clausus, c'était aussi pour se dire, si j'ai moins de médecins, il y aura moins de dépenses de santé. Les dépenses de santé, elles ça augmentent naturellement. Ça a été une erreur considérable, parce que ce que tu dis, c'est que, ok, on a moins formé en France, en fait, on a fait le même coup que l'industrialisation. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dire, attention, produisez pas comme ci, comme ça et tout, les mecs, ils font comme ça, et puis à la fin, on dit... c'est trop cher ce que vous me sortez, comme dans l'agriculture. Bon, on va aller s'approvisionner en ferme-usine à l'autre bout du monde parce que. Et eux, alors là, on regarde absolument pas, quoi. Les dépenses de santé, elles augmentent de manière tout à fait compréhensible. Il y a le vieillissement de la population, oui, qui ne va pas s'arranger avec les gros problèmes démographiques que nous avons. Il y a les techniques médicales qui s'améliorent, qui coûtent de plus en plus cher. Et il y a également, en fait, les maladies chroniques qui sont en exponentiel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, avec des choses maintenant qu'on commence à voir venir de par l'alimentation, les pesticides qu'on met dans les champs, etc. Il y a des épidémies qui voient le jour. D'accord. L'épidémie de tabac aussi. Enfin, alors, le tabac, c'est le plus gros poison en vente libre. Et donc tout ça crée une augmentation des frais de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça je trouve que c'est assez intéressant et tu connais bien le sujet, la création de la Sécu, les mutuelles à côté, pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait, comment ça marchait au début et qu'est-ce qui s'est mis à déconner et pourquoi au fur et à mesure? Alors, la protection sociale, c'est une vieille idée, hein, puisqu'on sait qu'il y avait des caisses mutualistes dans l'Antiquité, et il y a toujours eu une volonté de soigner les gens, et de faire face aux risques, santé, accidents, décès, naissance, etc., enfin, maternité. Avant-guerre, avant 1945, il existait un mouvement mutualiste, donc il y avait des mutuelles, parfois, et des assurances sociales qui avaient été mises en place par Jean Jaurès. Mais elles étaient inégalitaires. C'est-à-dire que la protection dépendait de l'entreprise ou de la branche. Il n'y avait pas d'égalité entre la cotisation et la prestation. Ce qui était un gros problème pour créer des hôpitaux et des centres de santé, puisqu'on ne savait pas quel argent allait venir des remboursements. C'est-à-dire en fonction de ma mutuelle. Ouais. On a deux mutuelles différentes, on va se faire opérer de la même chose au même hôpital. On n'était pas remboursé de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait le remboursement de soins était inégalitaire. D'accord. La grande idée de la sécurité sociale de 1945, donc il y a une ordonnance qui est lancée en 1945, c'est la création du régime général, c'est une caisse unique. Une caisse unique avec un financement basé sur le travail. C'est-à-dire que c'est une partie du salaire qui est socialisée pour financer la protection sociale et tous les risques dont je viens de parler, dont la retraite. Voilà. C'est la grande idée de la Sécu, d'homogénéiser et de créer de l'égalité. Et c'est ce qui a permis, en fait, de créer aussi l'hôpital public. La grande construction des hôpitaux publics à partir de 1945, c'est parce que la sécurité sociale est en place, homogénise les recettes et les dépenses. Ça fonctionne super bien. Alors le problème, c'est que... Et à côté, tu as les mutuelles. Alors les mutuelles devaient faire autre chose en 1945. Alors qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles ne faisaient plus d'assurance santé et elles devaient créer les choses dont on a vraiment besoin à l'heure actuelle, de la prévention pour éviter d'être malade, et des centres de santé, des pharmacies mutualistes, des cliniques mutualistes, des maisons de retraite mutualistes, des ophtalmos mutualistes. Voilà ce que le mouvement mutualiste devait faire. Bon.
L'Europe est venue définitivement nous écarter de cette mission-là. C'est très très compliqué. Alors ça commence en 1947. Les mutuelles de fonctionnaires qui avaient collaboré avec Pétain voulaient retrouver la gestion de la sécurité sociale des fonctionnaires. Donc c'est pour ça que... Parce que ça existait avant, la sécurité sociale des fonctionnaires? Oui, il fallait les mutuelles. Il n'y avait que des mutuelles. Ah d'accord. Qui faisaient ok. toute l'assurance, c'était les mutuelles. Bon, il y avait les assurances sociales de l'État, mais qui ne fonctionnaient pas bien. Mais le mouvement mutualiste gérait la plus grande partie de la protection sociale. Donc il voulait retrouver ça. Voilà. Bon, sauf qu'il avait quand même fauté pendant la guerre, parce qu'il avait trouvé la charte du travail de Pétain formidable. Alors, ils se sont tus pendant 2 ans. Et en 1947, revendication, ils ont demandé à reprendre en gestion les caisses des fonctionnaires. 1947. 20 ans après, en 1967, ordonnance Jeanneret. Là, c'est le début des problèmes. Alors, c'est la fin des élections dans les caisses primaires d'assurance maladie. Et donc, on laisse le champ libre. On ramène les mutuelles dans une complémentaire santé plus importante. C'est-à-dire qu'on commence à faire reculer les remboursements de sécurité sociale et on commence à demander aux complémentaires santé de prendre leur lait. De prendre une part plus importante. Mutual est né de ça. D'accord. C'est-à-dire que nous, on avait respecté l'ordonnance de 1945, on crée des centres de santé, enfin, on est le mouvement des travailleurs qui crée des centres de santé mutualistes. Et en 1967, on se remet dans l'assurance santé, donc on crée Mutual dans les usines, pour ne pas laisser les assureurs capitalistes prendre la place. Parce qu'on savait comment ça allait tourner. Et on n'est pas déçus. Voilà, parce que bon, là, on arrive dans le système à l'américaine. Maintenant, qui peut dire que le système de santé américain est formidable? C'est une catastrophe. On consacre plus de PIB aux soins aux États-Unis pour moins de gens. Voilà. Et donc, en 1967, a lieu ces premières attaques et ça n'a cessé de suivre. Alors, tu t'as dit pour les fonctionnaires qui veulent se retirer, mais ça n'a pas été les seuls. Alors, il y a aussi les professions libérales. Ça, c'est quand, ça? C'est en 1947 aussi. Il y a même avant, il y a la création, donc, ce qui est devenu après la catastrophe industrielle, le RSI, qui n'a jamais fonctionné, puisqu'il n'y avait pas de travailleurs qui géraient les caisses. Que notre président a réintégré. Voilà, ça a été réintégré, donc maintenant ça fonctionne bien par les fonctionnaires, donc, qui travaillent bien. Et autrement, ça a toujours créé des grosses difficultés. Et résultat, les commerçants n'ont jamais été contents de ce qu'ils ont demandé à avoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu être dans les caisses de travailleurs, d'ouvriers, et en fait, ils ont eu un système qui n'a jamais fonctionné. Donc le corporatisme a un petit peu mis en pièces cette idée globale de dire... Universaliste. Voilà. C'est-à-dire que la Sécu... T'es grand patron ou t'es ouvrier, tout le monde est soigné pareil. Ouais. C'était l'égalité, c'était l'universalité. Chacun payait en fonction de ses moyens, de son travail, de son salaire, et recevait en fonction de ses besoins. Il n'y avait pas meilleur système. Et maintenant, on est venu inventer tout un tas de choses. Alors au début, il y a eu le déficit. Alors je rappelle qu'il y a peu de temps, en 2019, l'assurance maladie était excédentaire. Si on revenait au système de répartition de la valeur ajoutée des années 80, on serait à l'équilibre, voire à l'excédent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de perspective, parce que là, on a quand même en France un gros problème de démographie qui fait que ça va coincer. Ouais. Mais le système de cotisation sociale était le meilleur. Parce que là, tout le monde paye et est mécontent de payer. Maintenant, on arrive à faire payer les retraités sur leur sécurité sociale, alors qu'ils ont déjà cotisé. Moi, là où je voulais ton avis, c'est dans tout ce que je regarde, alors je suis moins expert que toi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc au milieu de ce qu'on se dit, parce que le débat qu'on entend partout, c'est d'un côté, on paye trop, c'est n'importe quoi, et de l'autre côté, ouais, mais si vous payez pas, tout s'effondre. En gros, c'est je veux 100, et puis l'autre, je veux 0, quoi. Le vrai débat, il n'est pas nécessairement là. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de gens autour de la table en train de se dire, évidemment qu'il faut payer, quoi. Parce que ça a de la valeur et c'est important. Et de l'autre côté, il faut probablement contrôler de façon plus intelligente. C'est-à-dire, quand on écoute l'évolution de l'hôpital, l'évolution d'un certain nombre de choses, on a, je dirais, depuis les années 2000,
avec ce virage, on en parlait, de la LOLF, de toutes ces décisions qui ont été de dire on va pseudo-déléguer des trucs à des agences tout en les contrôlant, en faisant qu'il y ait quasiment plus de marge de manœuvre, et en technocratisant tout le truc, on a fait monter les coûts de structure, et à la fin, il n'y a plus de quoi payer les infirmières, les médecins, des trucs comme ça. En fait, avant, en 1945, on a créé un système qui fonctionnait bien. Il y avait des caisses primaires d'assurance maladie représentant les assurés sociaux qui se réunissaient et qui étaient en contact avec l'hôpital du coin, dont le maire était président du conseil d'administration. Et donc, il y avait une entente sanitaire sur le territoire. Ça fonctionnait bien d'ailleurs avec les complémentaires santé. Et on est venu casser ce système-là démocratique, de démocratie sanitaire, on est venu le casser à partir du moment où on a institué à l'échelle européenne un contrôle de l'argent public de manière comptable. Ça a donné en France la LOLF. Et donc, on est venu contrôler, faire du contrôle de gestion dans des actes de santé. Et ensuite sont arrivés, donc, pour mettre de l'ordre dans cette anarchie qui était censée exister depuis 1945. Alors qu'en 1945, le modèle, il est démocratique et il permet de construire les hôpitaux publics, les CHU, etc. Eh bien, on dit ça ne fonctionne pas bien, il faut mettre de l'ordre, on va créer des préfets sanitaires, les agences régionales de santé. Et donc on a mis un machin dont l'efficacité a été démontrée pendant le Covid, où ils étaient aux abonnés absents. Et la chaîne de solidarité, les discussions démocratiques se sont remises en place sur le terrain. Enfin, les gens se sont mis à fabriquer des masques, à se transférer des aides, des médicaments, etc., en dehors de ce système sanitaire qui était soi-disant le meilleur pour réguler quelque chose qui n'allait pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas inventer l'eau chaude. On a eu un système qui fonctionnait correctement, avec quelques défauts qu'il faut réguler. Mais en fait, je crois à la démocratie où toutes les parties prenantes sont intéressées. Les médecins, les infirmiers libéraux, les professionnels de santé de l'hôpital public, les assurés sociaux, tout le monde échange, discute et arrive à une synthèse pour le bien de tous. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le zéro reste à charge ? Alors, le zéro reste à charge, il est à charge de quelqu'un. Tout le monde l'a bien compris, ça. Je suis pas sûr que ça soit clair pour tout le monde. C'est jamais zéro. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait payer aux complémentaires santé, donc aux cotisants complémentaires santé, ce qui est censé être gratuit. Parce que dans le discours politique, vous n'aurez pas de reste à charge. Bah oui, c'est les complémentaires santé qui ont payé. Donc c'est la cotisation. Alors, le zéro reste à charge, ça se situe sur 3 classes de soins, enfin de produits. Les lunettes, les dents et les oreilles. Le zéro reste à charge sur l'optique. Il y a 3 niveaux de remboursement possibles. Le niveau zéro reste à charge, c'est-à-dire que le patient ne doit pas débourser autre chose que ce qui est prévu dans le cahier des charges. Et donc c'est là où les opticiens et les fabricants de verres ne sont pas contents parce que c'est un verre d'ancienne catégorie, qui n'a pas tous les traitements modernes, etc. Donc ça, c'est zéro reste à charge. Ensuite, Et ça, je te coupe, mais c'est beaucoup délocalisé du coup. C'est-à-dire qu'un opticien, enfin je veux dire, quelqu'un qui fabrique des verres... Il essaye de ne pas le vendre. C'est-à-dire que l'opticien ne va pas proposer, souvent il ne propose pas ce niveau de produit parce que ça ne lui rapporte pas assez. D'accord. Voilà. Mais si, tu vois, par exemple, tu prends un acteur comme Novacell qui fabrique 100% de ses verres en France, il n'est pas content. Bah oui, il a du mal quand même à fournir un truc comme ça. En fait, il peut le fournir, mais il ne va pas marger. Oui, donc autant il ne va pas payer ses... Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt pour lui. Et en fait, le cahier des charges d'État a été fait comme ça. Donc ça favorise effectivement les achats dans des pays à bas coût. Et actuellement, la mode, c'est Madagascar et la Chine. Ensuite, il y a un deuxième niveau de prix, où là, les complémentaires santé choisissent d'aller dans un sens ou un autre. Bon, par exemple, Mutual, dans le deuxième niveau, a un très bon remboursement. Et en gros, les complémentaires santé se positionnent dans ce niveau-là. C'est là où l'opticien et le fabricant de verres sont contents, parce qu'ils vont se faire de marge. Et il y a un troisième niveau,
Alors c'est des verres qui doivent être formidables parce que c'est avec des dépassements, enfin c'est terrible. Bon, nous on n'y va pas par exemple, Mutual ne va pas rembourser ce 3e niveau. C'est les lunettes à Monaco, je veux dire. Pareil pour l'audio. L'audio, le zéro reste à charge, il faut lui reconnaître quelque chose de très positif, c'est qu'il y a des tas de gens qui étaient malentendants, qui se sont mis à bien entendre. Ça a évité des divorces. Bon. Eh bien, par contre, sont arrivés sur le marché des classes de produits de différents niveaux, avec différents prix. L'appareil qu'on voyait avant, qu'on réglait avec la pile qui était remboursée par la Sécu, bah, c'est devenu le zéro reste à charge. Et les fournisseurs d'appareils, ils ont inventé les appareils où on est relié en Bluetooth à la télévision, au téléphone. Et bah, ça coûtait plus cher et les complémentaires santé ont dû rembourser un peu mieux. Et voilà, il y a toujours ces niveaux-là. Voilà comment ça fonctionne. En fait, d'avoir baissé les charges, il faut baisser les charges. La Sécu, bah, elle baisse les remboursements, en fin de compte. C'est ça qui se passe. Et nous, on nous demande maintenant de prendre la place. Là, il y a 400 millions d'euros qui passent du régime général au complémentaire santé sur l'hospitalisation. Il y a par exemple sur les ALD, affections longue durée, sur les diabétiques. Maintenant, les diabétiques qui ne seront pas soignés par insuline ne seront plus en ALD. Le problème, c'est d'où vient l'argent et où va l'argent. En France, même si la croissance n'est pas super, il y a quand même des richesses produites chaque année. Et il y a des tas de gens qui s'enrichissent. Enfin, on voit bien que tu parlais tout à l'heure de l'argent qui part ailleurs dans les multinationales. Bah oui, les systèmes de holding, ça permet quand même de sortir l'argent de la production et de le mettre au Luxembourg, par exemple, qui est un peu spécialisé dans la lessiveuse, quoi. Voilà la solution. Il faut envahir le Luxembourg. Il y a un problème, c'est qu'en fait, on a mis en place la liberté des capitaux sans contrôle, pour le coup. Et ça, c'est l'Union européenne qui a créé ça. C'est-à-dire que les règles du jeu sont au service de l'enrichissement, de la rentabilité du capital, et pas du bien-être des gens. Et ça, après, il y a peut-être un équilibre à trouver, tu vois. Le déséquilibre a été trouvé. Ça, c'est sûr. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais si tu es dans un monde ouvert, c'est quand même compliqué. De toute façon, on l'a bien vu dans ton exposé, c'est que il faut réconcilier la solidarité et la performance, quoi, quelque part. Je dirais pas la performance, mais en tout cas la gestion. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gestion ou il n'y a pas de performance sans solidarité. C'est ça. Là, en fait, on voit bien, on arrive dans une société comme violente où tout le monde cherche les poux dans la tête du voisin. On n'arrive plus à construire l'unité. Alors que tout notre système, si on parle de la protection sociale, de la santé, tout notre système depuis 1945 était lié à la discussion, à la négociation. Et finalement, maintenant, on a étatisé à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a étatisé la sécurité sociale, qui appartient plus aux assurés sociaux. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de conseil d'administration dans les caisses. C'est des conseillers, on a changé le nom. Quand les partis arrivent à trop bien s'entendre, on arrive à casser le produit de leur entente. Oui, on met des technocrates qui vont mettre des process là où il y avait simplement des discussions un peu... Il y avait de l'affrontement, mais on arrivait à des synthèses tout le temps. Avec peut-être des conflits parfois, mais ça a fonctionné, ça marchait bien. Et l'économie, alors ouverte, moi je suis pour l'ouverture de l'économie, mais il faut voir quelle ouverture. Mais c'est pareil, il faut du contrôle. Là, c'est l'ouverture du renard dans le poulailler. C'est l'impérialisme qui s'installe partout, la force, la coercition. Je pense qu'il faut essayer de créer un autre monde. Et en France, on est quand même riche, on a de la richesse matérielle, on a de la richesse intellectuelle. Et quand on sait faire nation, s'entendre, on est très fort. Et on peut reconstruire de la dignité. Par contre, il faut arrêter de toujours chercher les causes dans le voisin. En fait, les causes sont dans le système. Et il faut construire un autre monde. C'est évident, ça. Parce que sur la santé, ça se dégrade, concrètement. Là. On voit les queues dans les urgences d'hôpitaux. Il n'y a plus de médecins dans certains endroits, plus de spécialistes. Ça commence à être compliqué. Quand la santé publique se dégrade, il y a le retour de la santé magique qui revient. On voit des magnétiseurs, des rebouteux qui deviennent des personnes importantes du village, quoi. Les femmes se remettent à accoucher à la maison. On voit des soins à base de ventouses. Enfin,
on est dans une régression. Et donc il faut revenir dans le progrès. Alors, ce qui est intéressant aussi dans tout ce que tu dis, c'est que, moi, l'impression que ça me donne, c'est que le premier véhicule qui avait été créé qui est la Sécu, on l'a un peu vidé de plein de trucs. Mais quelque part, il reste quand même de la compétence là-dedans, mais il y en a aussi beaucoup dans les mutuelles. Parce que finalement, vous faites un peu le boulot de la Sécu. Enfin, dans le compte, quand tu me dis... ouais, mais en attendant, tu vois, quand on dit la Sécu, est-ce qu'elle doit contrôler les arrêts maladie, est-ce qu'elle doit contrôler... Alors, vous ne contrôlez pas les arrêts maladie parce que ce n'est pas votre truc, mais il y a quand même une notion de contrôle rigoureuse par des gens qui sont pourtant absolument pour tout ce que tu viens de dire, tu vois, qui ont j'allais dire, un idéal très humaniste, qui est solidaire, qui n'est pas du tout un truc néolibéral ou ma gueule avant tout et machin. Bon, c'est pas pour ça que c'est des gens qui vont pas gérer. Donc c'est des gens qui sont soucieux du bien public, du bien commun, appelle ça comme tu veux, l'intérêt général, qui prennent ça très au sérieux et qui vont donc être durs avec les fraudeurs, parce qu'il n'en faut pas. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'espoir en me disant les compétences ne sont pas disparues, on les a juste foutues dans une poche à côté, dans des structures qui sont les mutuelles. Alors le problème, c'est que l'assuré il paye 2 fois, parce qu'il paye, avec son salaire, et en plus il paye son machin. Mais mon impression, c'est que le système, l'école de Rennes, l'ENA, le machin, tous les administrateurs qu'on a mis là-dedans, ils ont fait une couche quasi parasitaire. Alors, sans doute ils voulaient bien faire, hein. Mais en tout cas ça coûte beaucoup d'argent, ce qui fait qu'on paye ça avec ce qu'ils devaient payer les médecins, les infirmières, les remboursements ou je sais pas quoi. Et comme il n'y en a plus, on dit on rembourse moins, donc il faut payer une deuxième fois. C'est l'impression que ça me donne. Ouais. Et en fait, nous, si on ne faisait pas de l'assurance santé et le boulot de la Sécu, si la Sécu est à 100%, remboursait intégralement les soins, remettait en route son conventionnement, eh bien, on pourrait se consacrer à ce qui était prévu en 1945. Des maisons de retraite, des pharmacies mutualistes, des centres de santé, des spécialistes. Et ça, on sait le faire. Nous, à Mutual, on développe, on a trouvé le moyen de bien gérer ça. On fait des centres de santé dentaires. Je ne sais pas si vous avez vu, si tu as vu, la loi de financement de la sécurité sociale 2026, qui vient de passer, instaure une nouvelle taxe sur les complémentaires santé. Donc en fait, on est déjà taxé. Ce qui est quand même aberrant sur le fond, c'est-à-dire qu'on cotise pour sa santé, pour être en bonne santé, et ne pas coûter socialement. Parce que plus on est soigné en amont, moins on va à l'hôpital où ça coûte cher, etc. Voilà. Et donc maintenant on est à plus de 16% de taxes. Ils viennent de nous rajouter une taxe de 2,05%. D'ailleurs, il y a eu un amendement du député Jérôme Guel qui nous a interdit de répercuter la taxe dans les cotisations. Donc, ça fait baisser nos réserves. Voilà. Le prix est libre, mais pas pour nous. On est dans l'économie administrée, en santé, apparemment. Et en fait, c'est le contrat responsable. C'est-à-dire que c'est un contrat qui respecte le cahier des charges d'État. C'est-à-dire qu'on va rembourser comme ci, comme ça, et pas autrement. C'est cadré. Mais il y a un contrat qui est non responsable, qui est libre, où on fait ce qu'on veut, qui est taxé à 23%. C'est-à-dire que maintenant, l'écart entre le contrat responsable qui respecte le cahier des charges d'État et le contrat non responsable, c'est 5%. Ça commence à ne plus être intéressant pour les assureurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on continue à taxer le contrat responsable, les assureurs, pas les mutuelles, pas mutuelles, mais les assureurs vont se mettre à faire du contrat non responsable, c'est-à-dire du contrat à la gueule du client, en fonction de ses moyens. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer que c'est le conventionnement de la filière de soins qui va être affaibli. Elle l'est déjà beaucoup. On a vu que la sécurité sociale surveillait moins les professionnels de santé. Eh bien, c'est le médecin conseil de l'assureur qui va prendre le pouvoir. C'est-à-dire comme aux États-Unis ou en Belgique, puisque en Belgique, ils ont une privatisation qui arrive très vite de leur système de soins. En fait, le médecin conseil de l'assureur, il dit voilà, votre protocole thérapeutique prescrit par médecin, non, on ne le rembourse pas, vous cotisez pas assez, ou c'est pas ce qu'il vous faut, donc on ne le prend pas en charge.
C'est-à-dire que c'est la fin de l'universalité et on va créer une différence. Ça sera à la carte comme aux États-Unis, où il faut avoir la bonne carte pour entrer dans le bon hôpital. Et ça, on arrive petit à petit dans ce système-là, d'autant plus que pour faire des économies, les affections longue durée qui sont remboursées à 100% par la sécurité sociale sont petit à petit, enfin, sont dans le collimateur, vont être remboursées avec des méthodes délétères. Moi, j'étais à une réunion technique il y a quelques mois avec un haut fonctionnaire de Bercy qui nous expliquait, mais, les yeux dans les yeux, c'est quand même pas normal qu'un diabétique qui continue de manger des éclairs au chocolat soit remboursé comme quelqu'un qui fait un régime. Bon. C'est la responsabilisation. C'est-à-dire qu'au nom de la responsabilité et du respect du protocole thérapeutique, on va prendre en charge le patient de manière différente. Bon, ça, c'est la fin de la République. C'est la fin du modèle qu'on construit depuis 1789. Voilà dans le système dans lequel on arrive. C'est le système à l'américaine. Et le paroxysme de ça, c'est les gueux qui meurent à coups de fentanyl dans les rues. Raconte-nous un peu, pour les gens comme moi, un peu nuls en gauche, où on apprend un peu ce qui passe dans la tête de gens qui sont des gens de gauche. Raconte-nous un peu la réalité de la conflictualité sociale aujourd'hui en France, dans l'industrie. Je ne parle pas dans... déjà, l'industrie... Bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. En fait, la loi a organisé les rencontres entre les organisations représentatives du personnel et les directions d'entreprise. Ça s'appelle, une fois par an, c'est les NAO. Donc là, c'est là qu'il y a une petite confrontation de points de vue, etc. Et dans la majeure partie des cas, mais je pense que 90% des cas, ça se passe bien. Et on arrive à un compromis. J'entends parfois des discours, on se fait peur, en France, c'est le pays où il y a le plus de grèves. En fait, il n'y a jamais eu aussi peu de grèves en France, de journées non travaillées. Voilà, c'est ça la réalité. Les grèves ont lieu trop tard, c'est quand l'usine va partir. C'est là qu'on voit les palettes brûler. En fait... oui, c'est plus un acte de désespoir qu'un acte de... ça peut marcher, 1336 jours de grève à côté de Marseille, et il y a une usine qui fait du thé, qui devait délocaliser en Pologne. Donc il faut tenir bon. Mais moi, en tant que mutualiste, je côtoie les syndicats, puisqu'on va voir les directions d'entreprise et les syndicats. Et j'étais dernièrement dans une grosse union locale du Pas-de-Calais, invité à la commission exécutive de la CGT. Et je me suis rendu compte que tous les délégués syndicaux qui étaient là étaient ultra responsables, avaient bien conscience des difficultés de l'entreprise, de la manière dont il fallait écouter ce qui avait été rapporté par les directions. Il n'y a pas d'affrontement de classe. Ouais, le côté salaud de patron, machin truc, c'est... Il y a des salauds de patrons. Oui. Il y a aussi des cons partout. Mais en fait, dans la situation dans laquelle on est, bien sûr que les travailleurs et les syndicalistes savent très bien ce qui se passe, sont conscients des choses. Par contre, ils sont aussi là pour revendiquer une amélioration des salaires, etc. C'est normal. Oui, mais quand c'est possible. Quand c'est possible. Et c'est quand même beaucoup possible dans plein d'endroits. Et par contre, quand ça va mal, et dans l'industrie ça va très mal, et bien sûr que les gens sont responsables, il y a un sens des responsabilités et de la dignité. Et alors, quand on écoute, alors c'est pas tellement chez les patrons, c'est plus chez les économistes, chez des politiques, chez des commentateurs de l'économie, pas des gens qui la fabriquent, mais des gens qui la commandent. Tu sais, je fais quand même une différence entre les gens qui bossent dans les entreprises et puis les gens qui contemplent. Tu fais bien. Ouais, on entend beaucoup le syndicalisme français, les relations sociales sont très clivantes, très opposées, alors que, par exemple, en Allemagne, ça marche bien. Il y a une grande différence. Est-ce que tu peux nous expliquer justement... Il y a une grande différence fondamentale. Alors, vas-y. Que le patronat français aurait du mal à appliquer en France. C'est que dans les conseils d'administration d'entreprises industrielles allemandes, il y a des travailleurs qui ont les mêmes droits de vote que les détenteurs de capitaux. Voilà la grande différence. Égaux, c'est la cogestion à l'allemande. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment à parité, les travailleurs et les représentants des capitaux. En France, il y a toutes les lois qui permettent de faire ça. Il y a une loi de Briand qui date de 1917 qui permet d'organiser l'actionnariat ouvrier. Sauf qu'en France,
Il y a même une loi, là, j'ai vu, qui est passée, qui rend obligatoire, quand on fait un changement de capital, de proposer aux salariés. Et les avocats se sont tous donné le mot pour avoir la bonne phrase, pour éviter qu'on applique la loi. Voilà, on détourne la loi, encore une fois. C'est simple, on résoudrait beaucoup de problèmes de conflictualité en partageant. Ce que je retiens de tout ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, on a un modèle étatique qui a été vidé de son sens et qui est devenu une machine un peu kafkaïenne, mais ce qui est rassurant, c'est qu'autour de ça, il y a quand même des pros, des gens qui font que ça tourne quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on a foutu des béquilles tout autour du corps malade sans jamais le soigner, quoi. C'est un peu ça. Ouais, il faut avoir confiance dans les gens et redonner le pouvoir aux personnes. Ouais. Aux mecs qui font, quoi. Ouais, bien sûr. Bon. Et nous, Mutual, on est l'exemple d'une entreprise démocratique qui, depuis 1967, il y a plusieurs générations d'administrateurs qui se sont succédés démocratiquement, qui se sont tendu le flambeau avec du bonheur, puisque nous sommes en bonne santé, une mutuelle indépendante. On est l'exemple de ce qui se passe quand on a confiance dans les gens, tiré par des principes. C'est bien ça.